contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA, en direct donc du Centre des Congrès de Québec. On parle droit et réglementation aujourd'hui avec notre invité du jour, maître Myriam Morissette, associée chez TCJ, Terrien Couture Joli Cœur. Bonjour Myriam et bienvenue. Bonjour Ahmed. Alors, vous venez de faire une conférence sur notamment la surréglementation au Québec. Tout d'abord, une première question assez simple, est-ce que vous pensez que les RPA sont surréglementés ? Dans le secteur, le secteur des RPA au Québec est effectivement surréglementé. Donc, il y a beaucoup trop d'encadrement qui proviennent de différents ministères, de différents paliers de gouvernement, que ce soit municipal, que ce soit gouvernement, que ce soit au niveau provincial également. Donc, il y a beaucoup trop de réglementations qui s'appliquent. Est-ce qu'on a un exemple, par exemple, de surréglementation qu'on voit au Québec? Bien, en fait, un des exemples, notamment dans la dernière version, dans la dernière mouture, du règlement sur la certification, nous tentions d'ajouter, peu importe, le niveau de dépendance des aînés au sein de l'RPA, on tentait d'ajouter, une disposition visant la sécurité. Donc, exiger des RPA qu'on trace, puis qu'on assure que les résidents qui sortent à l'extérieur, on soit en mesure d'identifier qui est sorti à quel moment, pour assurer une sécurité, mais en même temps, on s'entend que c'est une mesure qui restreint la liberté de nos aînés. Oui, justement, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin avec ce genre de mesures? Bien, tout à fait, puisqu'on touche les droits des aînés. Donc, on doit s'assurer le plus possible de maintenir un équilibre entre, oui, la sécurité, mais également leur liberté et leur qualité de vie. Et quand on surréglemente un secteur, bien, généralement, on affecte autant leur qualité de vie, autant leur liberté individuelle, ce qui est un peu particulier dans un contexte où, au Canada, on est très fort sur les libertés individuelles. Et donc, si je comprends bien, on essaye en tout cas de contrôler un peu plus, surtout quand on arrive dans le domaine des résidences pour aînés? Oui. On espère, avoir un risque zéro dans le milieu des RPA, ce qui n'existe pas. Donc, on espère tout couvrir, tous les risques inhérents pour assurer une sécurité mur à mur. Mais on fait affaire avec des aînés, avec des gens dont la situation, l'état de santé évolue, des fois de manière importante, sans nécessairement que ça soit structuré. Donc, oui, il y a des chutes dans les RPA. Oui, certaines personnes peuvent se perdre. Il y a certains accidents qui surviennent, mais qui ne sont pas dus au manque de sécurité. Ces gens-là, s'ils avaient été à domicile, les mêmes situations se seraient produites. C'est vraiment leur état qui entraîne, les incidents qui surviennent en cours de vie, qui sont liés à leur état de santé. Et est-ce qu'il y a des alternatives ou peut-être des assouplissements qu'on pourrait éventuellement mettre en place? Parce que moi, personnellement, j'ai l'impression que quand une loi est passée, c'est très difficile de revenir dessus. C'est un cadre, oui, il faut trouver une ouverture, il faut trouver un endroit, où on va rétablir un peu le secteur pour permettre aux gens de pouvoir innover, notamment. Quand on parle d'innovation, ça vise à alléger, à assurer une plus grande liberté au niveau des aînés. Donc, les allègements réglementaires, il y en a plusieurs qui peuvent intervenir, puis laisser un peu plus de latitude pour répondre aux besoins des aînés. Parce qu'actuellement, on ne répond pas aux besoins des aînés, on répond aux besoins visés par la réglementation. Donc, c'est pas du tout la même chose, ni le même angle, d'intervention auprès des gens qui œuvrent dans le secteur. Et donc, si je comprends bien, cette surréglementation limite aussi l'innovation? Tout à fait. Plus un secteur est réglementé, moins il y a place à l'innovation, moins il y a place à la créativité. Parce que juste pour répondre aux normes, dès qu'on a un projet où on aimerait étendre un peu différemment ou rendre les services différemment auprès des résidents, on se retrouve restreint par la réglementation. Et si on innove, à ce moment-là, on est en contravention de la certification et donc en non-respect de l'autorisation qu'on nous a donnée de pouvoir exercer dans le secteur. Et est-ce qu'il y a des changements législatifs ou en tout cas de réglementation dans la certification qui, selon vous, pourraient alléger justement ce fardeau lié à la réglementation pour les gestionnaires? Mais je pense qu'on doit laisser beaucoup plus de latitude aux résidences pour aînés, de s'assurer de couvrir les besoins et la façon de couvrir les besoins.
Donc, il y a des aînés qui, des fois, préfèrent être accompagnés d'une certaine façon. Il y a des fois où on donne des soins d'hygiène qui ne sont pas nécessairement dans la façon usuelle, mais c'est la meilleure façon pour ce résident-là, qui a peut-être vécu de son vivant. Je vous donne un exemple, par exemple, une personne aînée qui a été violentée. Bien, c'est sûr que de l'exposer à une lumière complète dans une salle, la déshabiller complètement, de s'assurer peut-être de le faire autrement, que peut-être une toilette partielle peut pallier à certains éléments, mais la façon de rendre le service selon le vécu de la personne aînée diffère et donc on doit intervenir différemment. C'est la même chose pour ceux qui ont des problématiques de santé mentale. Il y en a qui ont des difficultés à se faire toucher, les interactions sont plus difficiles. Donc, les interventions ne peuvent pas, dans ce cas-là, être, par exemple, minutées et payées en corrélation avec la façon dont on rend le service, parce que peut-être ça va prendre 15 minutes de plus pour amener la personne jusqu'à son bain. Mais si l'encadrement fait en sorte qu'on doit absolument respecter la durée, le mode de fonctionnement, à ce moment-là, on vient à brusquer les choses et donc on manque complètement la cible qui est d'assurer la prestation de meilleure qualité et la plus sécuritaire auprès de cette année-là. Est-ce qu'on devrait donc un peu plus humaniser, personnaliser ces services? Tout à fait. J'ai un exemple qui me vient en tête dans un dossier. J'avais un résident qui fuguait, en fait, tous les jours en fin de journée. On appelait les services policiers pour le ramener à la résidence. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a voulu penser différemment en se disant comment on peut travailler autrement à rendre la prestation pour s'apercevoir que le monsieur avait toujours, de sa vie courante, à la fin de la journée de travail, il buvait toujours une bière. Mais que dans son milieu de soins, il n'y avait pas possibilité de consommer, en fait, cette bière-là qui était pour lui tout simple, tout anodine, ce qui faisait en sorte qu'à chaque fin de journée, puisqu'il avait fait ça pendant 60 ans de sa vie, bien, à la fin de la journée, il quittait la résidence pour aller à la taverne boire la bière. Et donc, on s'est assuré avec le personnel médical, les soins infirmiers, puis bien entendu que ça ne cause pas d'enjeu, bien, on lui servait en fait sa bière en 4 petites portions. Et on a fait en sorte que l'aîné a arrêté de fuguer. On a arrêté d'appeler les policiers pour aller chercher monsieur. Et on s'est retrouvé avec une personne qui était beaucoup plus heureuse, une famille rassurée du fait que l'aîné ne quittait pas non plus l'hiver non habillé, donc il n'était pas nécessairement capable de s'assurer de sa propre sécurité. Mais ça, c'est un des exemples, en fait, qui me vient à l'esprit. C'est souvent le cas aussi au niveau de la médication. Souvent au niveau des soins d'hygiène. Donc, des fois, c'est juste d'adapter le service qu'on rend habituellement aux besoins réels de la personne. Puis ce besoin-là, c'est pas juste un besoin physique, il y a un besoin psychologique, il y a un besoin de sécurité également. Alors, vous avez pas mal voyagé à travers des missions d'études avec différents organismes, notamment le RQRA. Est-ce qu'il y a des pays ou des régions à travers le monde dont on devrait peut-être s'inspirer au Québec? C'est certain que les pays scandinaves sont tous les pays scandinaves sont très avancés en termes de prestations de soins, en termes d'approche au niveau des soins, au niveau des aînés, dans le respect. On a une plus grande ouverture à la liberté individuelle. C'est sûr que j'ai eu un coup de cœur aussi pour le Japon. Juste la culture autour, en fait, des aînés. C'est le pays où j'ai vu que les aînés avaient le plus de leur place au niveau social, où on les intégrait, ils étaient partis, ils étaient à part entière, en fait, dans la société et on s'assurait de ne pas les mettre, en fait, dans des milieux fermés. Donc, vraiment, la communauté était ouverte et les aînés allaient vers la communauté. Donc, au niveau des pratiques, bien, si tu me demandais tantôt un exemple, je sauterais sur ça. Bien, ici, c'est sûr que d'avoir, par exemple, une garderie ou d'avoir de la mixité au niveau de la clientèle dans les RPA, bien, c'est beaucoup plus compliqué parce que les règles strictes font en sorte qu'on ne peut pas mixer la clientèle. Mais dans d'autres pays, exemple en Italie ou en Suède, bien, on peut se retrouver avec des clientèles, par exemple, en déficience intellectuelle, des jeunes adultes et des personnes aînées qui cohabitent très bien. Mais le modèle ici fait en sorte que c'est tellement strict au niveau de la certification que si la clientèle n'est pas 100% des aînés, ça devient un fardeau extrême, en fait, et à certains égards, c'est même refusé au niveau de la certification. À vous écouter, j'ai l'impression que c'est pas un fait que culturel lié à, on va dire, à cette surréglementation. Vous pensez qu'on pourrait peut-être revenir en arrière, se laisser un peu plus d'espace et essayer de rebâtir quelque chose? Oui, il va falloir vraiment que les différents acteurs
les parties prenantes, en fait, dans le secteur, prennent effectivement un pas de recul, travaillent conjointement sur des tables pour voir comment on peut procéder à l'allègement réglementaire, mais également comment on peut travailler sur des modes de solution et que collectivement, comme société, on détermine la façon dont on veut que les aînés, en fait, vivent et reçoivent les soins. Parce que ça, je pense que la population n'est pas nécessairement au courant des restrictions et la façon dont les services sont rendus, alors que je pense qu'ils ont un mot à dire parce que nous serons tous les aînés de demain. Et j'aspire à ce que la façon dont les soins qui me seront dispensés soit le plus humain possible. Et je ne veux pas que cette humanisation-là des soins soit restreinte en raison de la réglementation. Oui, en plus, avec les générations qui arrivent, la population vieillissante qui arrive, on va avoir aussi de nouvelles attentes au niveau de cette population qui va un jour vivre en RPA. Et donc, on doit forcément essayer de bouger quelque chose. Tout à fait. Je suis 100% d'accord. La croissance importante du nombre d'aînés qui vont requérir des soins dans les prochaines années, si on s'en va dans le modèle actuel, le besoin étant tellement important qu'on risque de déshumaniser encore davantage que ce qui se fait aujourd'hui. Et je pense que déjà aujourd'hui, on a pris un tournant où on a perdu un peu le sens même de la prestation de service, soit l'humain qui les reçoit. Alors on arrive tout doucement au bout de cette entrevue. Est-ce que vous désirez par exemple passer un dernier message aux propriétaires ou aux gestionnaires de résidences qui nous écoutent? Bien, je pense que le message que j'aimerais leur passer, en fait, c'est qu'ils continuent à croire, qu'ils continuent à rêver, à innover, à voir comment les services peuvent être rendus, puisque ce sont eux les acteurs de demain qui vont faire en sorte que comme société, on va avoir une prestation de soins qui soit à la hauteur de nos attentes collectives. Et ce sont les acteurs de premier plan qui sont sur le plancher, qui sont avec les aînés, qui voient qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien. Donc, je veux absolument que le milieu reste le plus ouvert, en fait, pour travailler, puis continuer de travailler, puisque là, on semble avoir un certain essoufflement puis un certain désintérêt des propriétaires. Mais ça, leur mission, elle est super importante. Donc, je veux absolument que les gens restent accrochés et restent positifs pour travailler, pour construire, en fait, les résidences pour aînés que nous voulons pour demain. Un grand merci, Maître Myriam Morissette, d'avoir répondu à notre invitation et puis à nos questions aujourd'hui. Merci.